Histoire de clarinette. Je m'appelle Maryse Legault et je suis clarinettiste historique. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager avec vous une entrevue avec le clarinettiste solo de l'orchestre Les Siècles, Christian Laborie. Musicien particulièrement versatile, Christian a autant œuvré dans le milieu de la musique symphonique que dans le milieu de la musique improvisée. Il m'a gentiment accordé une entrevue pour discuter de son parcours musical, de son expérience au sein des siècles et de sa conversion un peu tardive aux instruments historiques. Bon visionnement! Alors, nous sommes en onde. Bonjour Christian, Bonjour Maryse. comment s'est passée la dernière année pour toi? Alors c'était une année spéciale, hein, c'était une Mm. année un peu, complexe. En France, j'ai quand même, eu la chance de pouvoir profiter, comme beaucoup, de mes collègues musiciens, de dispositifs d'aide, de l'État français, qui a quand même, assez bien soutenu, le monde de la culture et les musiciens en particulier. Malgré tout, ça a été une année spéciale avec beaucoup d'annulations de concerts, Ouais. de projets, ouais. Mm. Bon, et il y a eu un certain nombre de ces projets qui ont été transformés, qui ont été remplacés par des enregistrements, des captations. Il y a beaucoup d'ensembles qui se sont, organisés pour pouvoir remplacer des productions avec plutôt des enregistrements. Et ça a donné de l'activité, tout de même, à bon nombre de musiciens, même si c'était très réduit par rapport à ce qui était, Mm. initialement prévu. Ouais. Et je dirais que l'inquiétude, elle est plutôt pour maintenant où les choses reprennent, où on voit il y a un certain nombre de festivals qui ont lieu, hein. Ici en France, les salles sont de nouveau ouvertes avec les jauges quasiment, pleine, depuis le Mhm. 1er juillet. Et Wow. voilà, on s'inquiète plus pour l'avenir, savoir comment on va se passer l'été, la rentrée, s'il y aura une nouvelle vague, si, les ensembles vont Ouais. être aussi soutenus, autant soutenus financièrement qu'ils l'étaient avant. Il y a eu Mhm. beaucoup d'argent dépensé, donc c'est des inquiétudes plus pour le moyen, et le long terme de la pérennité des ensembles indépendants, notamment des ensembles spécialisés qui sont Ouais. plus fragiles. Ouais. Mhm. Puis toi, dans ta pratique personnelle, est-ce que tu as eu à faire des ajustements, comme dans la vie de tous les jours, pour continuer à jouer? Est-ce que tu as changé quelque chose? Bah, c'était spécial parce que pendant les périodes de confinement où tous les projets étaient annulés, arrêtés, c'est vrai de se retrouver chez soi, pour, se motiver pour travailler, ça c'était une période spéciale. C'est vrai que ça n'a pas toujours été, facile de garder le même rythme, la même motivation. Ça a été le cas parfois, parfois pas, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Et donc oui, spécial, ouais, spécial. Alors, Wow. il y a eu des ajustements, à titre personnel parce que j'ai eu l'occasion d'être sollicité pour des projets, qui étaient imprévus, où j'ai dû remplacer d'autres, clarinettistes et sur des instruments que je connaissais pas. Donc j'ai dû aussi faire un petit peu ce que je fais en temps normal, découvrir de nouveaux instruments, me former, Mhm. dessus, enfin, de prendre un petit peu des repères. Donc ça m'a ça n'a pas été très différent Non, OK. de ce que c'est d'habitude. Et puis ce qui m'a beaucoup porté aussi pendant toutes ces périodes de confinement, c'est que j'ai une partie de mon activité qui est l'enseignement et j'étais en Mhm. contact avec mes élèves à distance comme ça en Zoom En Zoom, et ouais. ça m'a beaucoup, tenu et occupé et avec des projets interactifs, des choses comme ça que Ah. j'ai organisées comme pas mal de mes collègues. Et voilà, j'ai découvert aussi des dispositifs que j'utilisais pas forcément avant dans mon enseignement. Donc voilà, ça m'a porté aussi. OK, super. J'aimerais beaucoup parler de ton parcours musical. C'est toujours quelque chose qui m'intrigue personnellement quand je rencontre des collègues, des profs. À quel âge as-tu commencé à jouer de la clarinette? Alors j'ai commencé à jouer de la clarinette à 7 ans. Wow! Ouais, j'avais déjà fait un petit peu de musique avant parce que on m'avait mis au piano à l'âge de 5 ans. Ma mère, avait été une pianiste, amateur jusqu'à l'âge de ses 20 ans, donc il y avait un piano à la maison et donc j'ai commencé à faire du piano, à 5 ans.
avec un professeur, des cours particuliers, voilà. Et puis ça n'a pas vraiment bien accroché. C'était pas une grande réussite. Ça Et arrive. donc ça arrive. Et donc cette professeure de piano a eu la bonne idée de dire à mes parents que c'était peut-être pas la peine d'insister. Et du coup, on m'a inscrit au conservatoire de la ville, où j'étais quand j'étais enfant. J'ai fait un an comme ça se fait en France, d'abord un an sans instrument, juste de cours de formation musicale. Et à l'issue de cette année-là, il fallait choisir un instrument et donc j'ai choisi la clarinette et j'avais donc 7 ans à ce moment-là. C'était OK. 2 ans après. OK. Et j'ai choisi la clarinette pour la petite histoire parce que le professeur de solfège a dit à mes parents, moi j'étais pas très décidé sur un instrument et il a dit à mes parents que j'avais une tête à faire de la clarinette. Voilà. Ah, donc c'est physique, c'est c'est juste le C'est look. physique, voilà, c'était physique, voilà, le look, ouais. Le look, Et voilà. OK. Puis, tu viens de quelle ville exactement, en Alors, je suis France? originaire du Havre, la ville du Havre en Normandie, OK. une grande ville portuaire au nord du Havre, au Ah. nord de la France, pardon, et qui était la ville pour la petite histoire, la ville où partaient les grands paquebots transatlantiques pour New York. C'était la ville d'où on partait de France pour Mmh. aller en Amérique. Ouais. Et donc, à partir de cet apprentissage-là de la clarinette, au conservatoire de ta ville, j'imagine que tu as continué dans le modèle des conservatoires, Exactement. petit à petit, ouais. Exactement, tranquillement, j'ai eu le même professeur jusqu'à l'âge de 18 ans, donc il m'a OK. emmené jusqu'à un niveau pré-supérieur, jusqu'à peu près l'année de mon bac. J'ai suivi des études, générales, parallèlement et puis j'étais inscrit au conservatoire du Havre. J'ai gravi les années les unes après les autres. Il y a un élément qui a été très, moteur dans ma motivation et ça a été à l'adolescence, à peu près à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à jouer dans les orchestres d'harmonie à la ville du Havre. À cette époque-là, il y avait, un grand dynamisme des orchestres d'harmonie de la ville, avec des orchestres pour les jeunes et puis l'orchestre des adultes était très dynamique avec des amateurs qui jouaient avec des professionnels pour des projets très ambitieux, avec des artistes de variété qui étaient très motivants. Et donc, j'ai eu la chance de participer avec toute une génération d'élèves du Havre à ce mouvement-là, à ces concerts-là. Il y avait un festival et ça a été des moments très motivants où il y a eu un peu un déclic. Et donc, c'était par les orchestres avant, les orchestres d'harmonie, qu'il y a eu un petit peu ce moment où je me suis dit, tiens, peut-être ça pourrait être bien de faire ça un petit peu plus longtemps et d'en faire mon métier. Ouais. Ouais, puis avec les artistes de variété, j'imagine que ça t'a, ouvert un peu, les Et horizons, oui, et j'ai par exemple encore autre point commun avec ton pays, c'est un immense souvenir d'un récital avec Fabienne Thibault sur tout le OK. répertoire de Starmania et l'orchestre d'harmonie qui l'accompagnait. Wow! Ça, c'est des super souvenirs. Ouais. Mm. Wow, j'aurais jamais cru que j'ai jamais joué Starmania, mais toi, oui. Wow. Ah oui, ça c'était un arrangement de Starmania, cousu main pour l'orchestre avec, Fabienne Thibault et ses musiciens de variété qui l'accompagnaient aussi et puis 80 musiciens d'harmonie derrière, ça c'était vraiment un truc super. Wow! Cool, il s'en passe, à la ville du Havre. Voilà, il se passe Cool. des choses à la ville du Havre, ouais. Ouais. Oui, Et donc, si je me trompe pas, tu as commencé la clarinette historique sur le tard quand même. très Qu'est-ce tard, qu'est-ce qui très s'est tard. passé entre, donc la fin du conservatoire et les clarinettes historiques? Bah, il s'est passé pas mal de choses, il s'est passé déjà pas mal d'années. OK. Si je fais un petit calcul, entre le moment où j'ai fini mes études, donc à Lyon, quelques années plus tard, et puis, le moment où j'ai vraiment, soufflé pour la première fois dans un instrument historique, il s'est passé 15 ans à peu près. OK. 15 ans où j'ai travaillé dans des orchestres, modernes, pas mal à l'orchestre de l'Opéra de Lyon. J'ai fait beaucoup de productions avec eux. J'ai beaucoup appris, dans cet orchestre, qui est de très bon niveau, avec des super productions aussi, des bons chefs et des Mmh. très bons musiciens. J'ai beaucoup appris mon métier d'orchestre
dans cet orchestre de l'Opéra de Lyon. J'ai aussi beaucoup pratiqué pendant ces 15 années-là la musique improvisée dans des domaines un peu expérimentaux. Je faisais partie de groupes de musique improvisée, bruitistes, avec de l'électroacoustique. J'ai fait partie d'un collectif qui a organisé des festivals et des concerts dans ce domaine-là, donc dans une recherche plutôt contemporaine et de création autour de la clarinette, avec des traitements un peu sur la voix aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de choses comme ça à cette époque-là. Et puis aussi toujours des choses vraiment dans la lignée d'une formation très classique, c'est-à-dire jouer dans des orchestres. J'ai joué dans des compagnies d'opérettes aussi qui tournaient beaucoup en France à cette époque-là. Enfin, des choses assez différentes, assez diverses. Ouais, c'est J'ai aussi, éclectique. ouais, assez éclectique. J'ai commencé à enseigner aussi. J'ai passé mes diplômes d'enseignement et puis j'ai toujours enseigné aussi pendant ces périodes-là, pendant ces années-là. Je suis toujours d'ailleurs Mhm. enseignant de clarinette. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Mais par contre, la rencontre avec les clarinettes historiques, c'est arrivé sur le tard, à peu près à l'âge de 40 ans. Et dans quel Voilà. contexte? Eh ben, tout simplement en remplaçant un collègue qui a fait appel à moi pour le remplacer dans l'Orchestre des siècles. C'était la première expérience, c'était au siècle. Et alors que j'avais jamais eu d'expérience sur instrument historique. On se connaissait parce qu'on travaillait ensemble dans d'autres ensembles. Je sais pas, il avait envie que ce soit moi qui le remplace, et donc c'était François Miquel, qui était à l'époque clarinette solo des siècles. Mhm. Il avait un été où il avait d'autres engagements, il pouvait pas tout mener de front, donc il lui fallait trouver un remplaçant pour un certain nombre de concerts. Et il y avait un répertoire assez éclectique. Il y avait du Beethoven, il y avait du Berlioz, il y OK. avait du Liszt aussi. Donc il y avait quand même déjà plusieurs instruments à manipuler, à découvrir. Et moi, j'avais jamais fait ça. J'ai dit, mais t'es sûr, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi moi? Mais si, tu vas faire ça très bien. Tu joues du saxophone. C'est vrai que je jouais du saxophone, mais bon, il voyait que j'avais une certaine souplesse à jouer d'autres instruments, Ouais. même si. Et voilà. Et donc, je lui ai dit, OK, bon, j'ai pris un petit temps de réflexion. Il avait quand même un peu anticipé sa question. Et voilà, je lui ai demandé un temps d'essai. Il m'a prêté ses clarinettes. Et puis, voilà, au bout d'une semaine, voilà, je lui ai dit, OK, il reste 2 mois. OK, Ça va aller. je vais essayer de remplir la mission. Voilà, ça s'est Puis passé comme ça. c'était quoi disons, la première fois que tu as pris une clarinette historique? Qu'est-ce que c'était quoi tes pensées, tes impressions avec cet instrument? Oui, je m'en souviens bien. C'est marrant parce que je visualise bien le lieu où j'étais, la pièce où Mhm. j'étais quand j'ai soufflé la première fois dans une clarinette. Donc, c'était une clarinette, une copie de clarinette classique, à 430, pour préparer une symphonie de Beethoven. Et moi, je me souviens, j'avais en tête le seul précepte qu'il m'avait donné, François Miquel. C'était, écoute, tu vas voir, ça se passe bien, tu souffles là-dedans comme dans une flûte à bec. Voilà, il m'avait dit, joue Ah, OK. ce qu'il faut, voilà, joue facile, et il faut que ça soit comme une flûte à bec. Et j'ai souvent repensé à ça, et je pense que c'est un conseil que je donnerais si j'étais dans la même situation, à encourager quelqu'un à rapidement se former, un petit peu seul. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé en tête et qui est assez vrai. Et voilà, donc voilà, je cherchais à faire de la flûte à bec avec, avec une OK. clarinette. Mais c'est Voilà, sûr qu'il faut laisser aller la grosse pression là, des clarinettes modernes et voilà, la colonne voilà, d'air perpétuelle. ouais. Ça va pas fonctionner. Voilà, et ça a pris beaucoup de temps avant que ça se, ça se mette en place, cette censure-là. Mais c'est vrai que l'instrument, rapidement, j'ai senti que l'instrument pouvait me laisser comprendre un certain nombre de choses. J'étais assez sensible, assez réceptif, je crois. J'ai pas trouvé immédiatement. J'aurais pu me dire, bon, bah non, c'est pas du tout pour moi, j'ai un truc que je comprends pas. Il y a quelque chose du domaine du ressenti qui a été assez. Au bout de quelques jours, je me suis dit, oui, il y a peut-être quelque chose qui va marcher. Voilà.
Ça a C'est dû pour être ça que j'ai donné, parce que je pense franchement que si je l'avais pas senti, je me serais pas, j'aurais pas risqué, pris les risques. Me connaissant, j'aurais pas pris ce risque de me mettre en difficulté. Je savais que c'était pour jouer dans des festivals importants. Voilà. Et puis peut-être que j'ai senti aussi que moi, dans mon parcours, c'était le moment de passer à autre chose aussi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça où inconsciemment, j'ai senti que c'était le bon moment pour ouvrir de nouvelles portes. oui, ça a Il y dû avait quelque être chose positif quand qui même, ouais. ronronnait un peu chez moi. Ouais. Il y a quelque chose comme ça aussi qui a joué. OK. Inconsciemment, Ah. je l'entends comme ça. C'est vraiment intéressant parce qu'évidemment, aujourd'hui, tu es clarinette solo de l'Orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Oui? Hem, Est-ce que tu pourrais, me parler un peu de la création de cet orchestre-là et peut-être la vision initiale de cet orchestre et ton expérience au début? Alors moi je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que quand j'ai commencé à jouer dans cet orchestre, l'orchestre, il avait déjà une petite dizaine d'années d'existence. Donc les tout débuts de l'orchestre, on me les a racontés. J'en connais, certaines anecdotes, parce que Mmh. c'est toujours, touchant, émouvant d'entendre comment ça se passe au début, l'envie, le désir, de François Xavier de créer cet orchestre, les personnes dont il s'est entouré au début, qui pour certaines sont toujours là, font partie vraiment de ses amis et de fidèles musiciens avec qui il travaille depuis, bientôt 20 ans, hein, parce que Mmh. ça va Ouais. bientôt faire 20 ans. On va bientôt fêter les 20 ans de l'orchestre. Je crois que ça doit être en 2003 ou 2004, les toutes premières années Mmh. d'existence, de Mmh. des siècles en tant que tel. Et c'est vraiment une aventure, hein. C'est quand on entend ça au début, c'était, le tout premier concert, c'était très artisanal, comme parfois quand un ensemble, démarre avec des répétitions dans le salon de François Xavier chez Le lui, classique. voilà un grand classique. Le premier concert en Corse, je crois, donc ça, c'est assez étonnant parce que c'est pas l'endroit le plus évident pour aller, dans un festival, en Corse, je crois, avec des moyens limités évidemment et puis beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie et je Mmh. crois au tout début, pas forcément initialement les premiers concerts n'étaient pas sur des instruments historiques, c'était sur des instruments modernes et très rapidement, Mmh. l'orchestre s'est engagé collectivement, dans ce choix de jouer les répertoires sur les instruments appropriés. Mais ça n'a pas OK. été le cas au tout début, je crois. Ouais. Non, et même encore aujourd'hui, il y a souvent une alternance, des fois au sein d'un même concert entre instruments historiques et instruments modernes. Et c'est quelque chose que personnellement, je trouve ça vraiment fascinant d'être capable de changer si rapidement. Puis je me demande si toi, en tant que clarinettiste, tu dois te préparer d'une façon spéciale pour faire ce changement-là aussi rapidement. Oui, oui, c'est quelque chose de spécial. Ça reste toujours spécial, hein, même au bout Mhm. de plusieurs années, ça reste que c'est pas le cas sur tous les concerts des siècles, mais ça arrive assez souvent. On a même expérimenté parfois 3 instrumentariums différents dans le même concert, c'est OK. plus rare. 2, c'est assez fréquent. 3, c'est très rare. Parfois on le fait, mais c'est pas ce qu'on fait le plus souvent parce que c'est vraiment périlleux, avec 3 Mm. diapasons différents bien souvent. C'est vrai que les changements sont plus ou moins, difficiles à appréhender selon les instruments, que l'on joue. Heu, Parfois le diapason est proche. Ça peut être une première partie à 438 et une autre à 440. Alors quand il y a peu de différence, ça c'est finalement presque plus délicat. Quand il y a que 2 entre Mhm. 438 et 440. Quand c'est plus tranché, parfois c'est un petit peu plus facile, les instruments étant vraiment, différents. Ça arrive assez souvent, par exemple, qu'on fasse une première partie sur les instruments classiques et puis une deuxième partie sur les instruments, du début 20e, donc 430, 440 par exemple. OK. Ça peut arriver. Il y a toujours, et très souvent, il y a quand même un petit battement, c'est à l'entracte qu'on change. On Mhm. n'enchaîne pas, Non, immédiatement. non, Même si j'imagine. c'est arrivé, ça m'est arrivé l'an dernier, on jouait, 2 symphonies de Beethoven dans le concert et je jouais aussi dans ce concert une pièce de Jörg Widmann pour clarinette seule, sur la clarinette, moderne, sur une Buffet OK. moderne et sitôt sorti de scène, hop, je repasse en coulisses, je prends la clarinette à 430 et on enchaîne sur l'héroïque. Bon, ça, c'est des choses un peu extrêmes, mais bon, finalement, ça s'est fait aussi, ça Ouais. s'est passé. Mais oui,
ça reste un drôle de challenge. Mais par contre, c'est vrai que ça donne à voir pour le public, c'est vraiment formidable parce que ça donne à entendre et à voir deux orchestres vraiment très différents avec les mêmes musiciens. Et je crois que c'est une expérience qui est chouette à avoir pour le public. Ouais, Et ça a beaucoup on a beaucoup de retours positifs de ça, ouais. ouais, j'imagine qu'ils peuvent vraiment entendre le changement de timbre et Oui, des instruments, puis comprendre pourquoi on ferait le choix d'utiliser des instruments oui. classiques ou romantiques. Oui, oui, ça donne beaucoup de clés pour la compréhension, en effet, des œuvres. Mhm. François Xavier, il utilise le terme d'enveloppe sonore et je crois qu'il est assez juste pour dire que l'enveloppe sonore de l'orchestre est totalement différente. Ou le costume sonore de l'orchestre est différent. Et c'est vrai. C'est vrai que Hmm. c'est une chouette expérience, hein. Ah, le Ça demande, costume. ça demande beaucoup de rigueur et puis Mhm. et je crois qu'on apprend à chaque fois, chacun de ces concerts, on apprend, on gagne quelques points d'expérience en plus et qui Ouais. sont toujours bienvenus pour le Mhm. suivant. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup de travail être autant à l'aise sur les clarinette historique que moderne, comme garder les deux à un haut niveau en tant qu'interprète? Ah oui, tous les instruments demandent du travail. Je pourrais pas dire que certains en demandent plus que d'autres. Souvent, ceux qui en demandent plus, c'est ceux qu'on a découvert le plus tardivement, puisqu'on continue avec les siècles Mhm. à explorer de nouveaux répertoires. Et à chaque fois, ben, on essaie de s'équiper, ou en tout cas, on s'équipe petit à petit des instruments les plus pertinents. Donc, les Mhm. derniers, ceux sur lesquels on a le moins d'expérience, c'est l'expérience qui compte beaucoup, hein, je trouve. Ouais. L'expérience collective, l'expérience en groupe, puisqu'on fait ce parcours-là aussi collectivement. C'est ça aussi qui est formidable aussi dans l'Orchestre Les Siècles, c'est cette aventure collective, de Mhm. découvrir collectivement des répertoires, des nouveaux instruments, déjà au sein de notre petite équipe des bois, et puis après collectivement aussi avec tous les autres pupitres. Mhm. Mais ça, on le fait vraiment ensemble et c'est de beaucoup de cette expérience collective qui nous enrichit et qui nous permet d'être plus serein, plus sûr, d'être donc voilà, ceux qui demandent évidemment peut-être le moins de travail en amont, c'est ceux qu'on joue depuis notre plus jeune âge. Donc en ce qui me concerne, ce sont les instruments modernes et puis qu'on Mhm. continue à jouer, heu y compris au siècle, hein, parce que des fois, il y a des programmes où on peut jouer du Boulez, du Varèse ou du Steve Reich. C'est déjà arrivé de faire des Mhm. programmes Bach-Reich, par exemple. Alors, Bach, il y a pas de OK. clarinette, mais pour les cordes, par exemple, ça fait un grand saut Ouais, aussi c'est un bon dans un défi. programme. Ouais. Est-ce que toi, tu as une clarinette préférée dans le lot? Une que tu aimes particulièrement jouer? C'est difficile de répondre, je les aime toutes. Il y en a qui sont un peu plus récalcitrantes que d'autres. Moi, j'aime bien les classiques, celles qu'on joue pour Mozart Mhm. ou pour Beethoven, même si maintenant on a deux jeux d'instruments, on a des instruments un petit peu plus évolués, notamment pour jouer les dernières symphonies de Beethoven qu'on a collectées. En fait, on a fait faire des copies quand on avait le projet d'intégrale des symphonies, qui était. Mais bon, c'est plus pertinent de jouer sur des instruments un peu plus tardifs pour les dernières symphonies. Ouais, il faut un peu plus de Mais clés. voilà, un peu plus de clés, même si on les faisait aussi. Alors, il y avait eu un débat. Je pense on les avait déjà joués, on pouvait les faire avec les instruments à six clés. Mais c'est vrai que c'était plus Ouais. pertinent pour faire les dernières symphonies, la neuvième notamment. Et puis, comme on avait alors, ça a été une tournée qui a été interrompue par la crise sanitaire, malheureusement. Mais on avait sur 4 jours une intégrale des symphonies et c'était pas prévu qu'on change d'instrument parce que les symphonies n'étaient pas toujours jouées le même soir dans les mêmes concerts. Là, ça devenait trop compliqué. Donc, Mhm. mais toujours est-il que ces instruments classiques, qui soient à 6 clés ou à 10 clés, moi, je les aime beaucoup parce que je trouve que c'est un peu l'essence de la clarinette et on, Mhm. on retrouve les sensations de ces instruments-là, de ces clarinettes-là, dans un petit peu toutes les suivantes, quoi, jusqu'au moderne. Je trouve qu'il y a des points communs et c'est un petit peu comme la racine, même s'il y a des racines encore un peu plus anciennes. Mais celles-ci, je trouve qu'elles ont un point d'équilibre qui permet
une fois qu'on les connaît bien, qu'on commence à avoir certains repères, certaines certitudes dessus, je trouve qu'on est plus souple et plus efficace pour découvrir des instruments romantiques, par exemple, ou encore un peu plus tardifs. Mhm. Ah, je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'adore ces clarinettes. Voilà, et puis, ouais, elle parle énormément. Je trouve, Ouais. je disais tout à l'heure que l'instrument m'avait renvoyé. En plus, c'est les premières historiques que j'ai jouées, donc il y a peut-être aussi ce phénomène-là d'affection parce que c'est elle qui ont été la porte d'entrée pour moi. Mhm. Mais elle parle beaucoup, elle renvoie beaucoup physiquement d'informations, de vibrations. Elles sont très touchantes à jouer. Mhm. Hmm. Donc voilà, s'il y a une réponse à donner, ça serait plutôt les classiques. OK, intéressant. Et aujourd'hui même, tu avais une répétition avec les siècles et le jeune orchestre européen Hector Berlioz, le Exactement, où nous nous JOB. sommes connus, toi et moi, il y a quelques Oui, années. oui, pour le festival Oui, Berlioz. tout Euh, à fait. et donc, tu as une clarinette d'un set avec lequel tu joues pour les œuvres de Oui, Berlioz. Et je me demandais si tu oui, oui, pourrais nous la présenter. mais oui, je l'ai là parce que c'est celle que je joue en ce moment. Alors, c'est un jeu de clarinette. Celle-ci, c'est la clarinette en ut. Mhm, Alors, c'est une clarinette qui est une copie d'un facteur parisien qui s'appelle Guerre. Ces clarinettes ont été les originales qui a été copiée ici. Elles datent à peu près des années 1820, 1830, 1830, je pense. Les originales appartiennent à Vincenzo Casale, qui est professeur de clarinette historique à Bruxelles, qui est un clarinettiste aussi qui joue beaucoup sur les instruments historiques en Europe. mhm, Et donc, ces originales ont été copiées par le facteur belge Riccardo von Vittorelli. Et donc, cet instrument est une clarinette de système Muller qui a été brevetée à Paris dans les années 1820. Et donc, on peut supposer que, par exemple, à la création de la symphonie fantastique sur les premières œuvres de Berlioz, c'est des instruments de ce type qui étaient joués parce que le système antérieur, moins complexe, et paraît quand même délicat pour jouer une mhm. œuvre comme la symphonie fantastique, par exemple, ou après les autres œuvres de Berlioz. Donc en ce moment, aujourd'hui, on a en effet commencé à répéter l'opéra Les Troyens, que l'on prépare pour le festival Berlioz d'août prochain, août Mhm. 2021. Euh, on avait donné les deux premiers actes il y a 2 ans, le premier et deuxième acte, et puis cette année, on prépare les troisième, quatrième et cinquième actes. Donc je joue deux clarinettes comme celle-ci pour une en si bémol et une en la, et celle-ci en ut n'est pas nécessaire pour les trois actes, les trois derniers actes Les trois derniers, des oui. Troyens. Ouais, c'est simplement en si bémol et la, et il y a quelques parties, quelques numéros avec de la clarinette basse aussi. Donc, il y a un étudiant qui va jouer la clarinette basse au OK. siècle. Les siècles possèdent une clarinette basse avec un système Muller à peu près semblable Mhm. à celui-ci. Donc, le Donc, il sera système joué Muller, on parle de... C'est 13 clés que cette 13 clés. clarinette-là a Ouais, également, mais la forme des clés est différente. Donc, maintenant, on parle de la ouais, forme de pelle à sel, c'est bien ça? exactement. Celle-ci, elle a été copiée et l'original est comme ça, avec la forme des clés pelle à sel, donc qui est différente de l'époque classique où les clés sont carrées. Mhm. C'est vrai que celle-ci a un design, comme on dirait, vraiment typique Ouais. de cette époque qui perdure jusqu'au début Il y a quelques systèmes Böhm hein, dans fin 19e, enfin Ouais, mi-19e, fin ouais. 19e, qui ont encore ce design-là Mhm. sur les, sur les clés. Ouais, oui. Ouais. Magnifique instrument. Alors, Euh, à cette époque-là, coexistent et pendant encore longtemps des systèmes antérieurs, le système mhm. à 6 ou 7 clés, euh, et puis des instruments en buis. Là, on avait pris l'option on a des clarinettes de guerre qui sont en ébène et clés argentées. C'est pour avoir quelque chose de plus robuste, mais on a encore Mhm. beaucoup de clarinettes en buis, même jusqu'au début du 20e. Ouais. Celles-ci ont été fabriquées en ébène. Mhm. Et pour ceux qui Voilà. ont la chance d'être en France, je conseille ardemment d'aller voir le festival Berlioz à la Oui, Côte-Saint-André, oui, pour oui, entendre la la fin ville des natale Troyens. de,
Oui, la ville natale d'Hector Berlioz, dans le cadre assez spécial du château Louis XI, qui est un peu en extérieur tout en étant une vraie salle de concert, dans des Mhm. conditions d'écoute vraiment, vraiment chouettes. Et Ouais. c'est vrai que ça a beaucoup de sens de donner. Et c'est la première fois que les Troyens sont donnés dans ce festival parce que c'est une œuvre monumentale. Hector Berlioz l'a pas entendu non plus de son vivant le même soir. Il l'a entendu en deux fois. Et c'est pour ça qu'il a, à la fin de sa vie, les trois derniers actes ont été donnés séparément, comme ça sera le cas cette année Mhm. au festival. Et c'est pour ça qu'il a réécrit un prologue, une sorte de petite ouverture. C'est un peu comme un résumé des Ah, épisodes ok. précédents, mais il y a un prologue qu'il a réécrit et qui sera donné et qui n'est pas forcément donné comme quand à l'Opéra Bastille, on donne les Troyens dans leur Ok. intégralité. Je ne sais pas si on rejoue le prologue, donc là, il sera joué pour ouvrir la Ok. soirée. Ouais, et c'est combien d'heures en totalité, là, environ? C'est plus de 5 heures, je crois, et Ok. là, la partie que l'on va jouer cette fois-ci est plus longue encore que l'autre fois. C'est plus de 2 heures et demie de musique, je crois, cette fois-ci sur troisième, quatrième et cinquième acte. Ok, Donc, donc, on a beaucoup de travail toute la semaine avec nos étudiants oui. pour préparer en partiel. On a déjà des tutis aussi qui sont dirigés par l'assistante de François-Xavier, Corinne Niemeyer. Et puis en août, ça sera les dernières répétitions avec le chœur, avec les solistes Mhm. à la Côte Saint-André avec François-Xavier Rothmé. Ok, super. Et pour terminer, je voulais te demander un peu, en fait, tu l'as mentionné au début de l'entrevue, mais peut-être là, j'aimerais te donner un peu plus d'espace pour parler de comment tu vois le futur de la musique. Mais je pense que, alors, en tout cas, du point de vue parisien et français, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même énormément d'ensembles indépendants qui sont encore bien vivants malgré la crise sanitaire. Et j'espère de tous mes voeux qu'ils vont continuer à exister et à mener des projets singuliers, notamment sur l'interprétation sur un instrument Mhm. historique. Il y a des ensembles plus anciens à Paris et plus installés que les siècles, mais il y a aussi des ensembles plus jeunes qui essaient de se frayer un chemin, de proposer des projets vraiment intéressants sur des répertoires ciblés. Donc il y a beaucoup d'espoir pour que toute cette démarche de l'exploration et de l'interprétation du répertoire symphonique ou de chambre sur instruments historiques Mhm. continue à exister, à se développer. Euh, Moi, je donne ça du point de vue français parce qu'encore une fois, je n'aurais pas un discours Mhm. mondial là-dessus. Je sais qu'il y a des grandes disparités d'un pays à l'autre sur les engagements de l'État, le soutien aux ensembles et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ce que je dois dire, c'est que notamment, pour revenir aussi faire le lien avec le jeune orchestre Hector Berlioz dont on parlait juste avant, c'est que je vois toute une génération de jeunes musiciens qui sont de plus en plus intéressés et convaincus de la pertinence, de la curiosité de découvrir l'interprétation sur instruments historiques, notamment dans les instruments avant, chez les instrumentistes avant que je connais bien. Et ça, c'est vraiment très, très encourageant et très Mhm. réjouissant pour quelqu'un comme moi qui a pris un petit peu ce chemin d'une façon différente, puisque moi, encore une fois, je n'ai pas connu à leur âge, à l'âge d'être encore en fin de formation supérieure, d'avoir cette possibilité d'accéder aux instruments historiques. Et je suis vraiment très, très confiant sur le fait qu'il va y avoir toute une nouvelle génération qui va continuer, reprendre le flambeau et puis aller pousser encore plus loin toutes ces expériences, toutes ces recherches. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a aussi de magnifiques orchestres qui jouent sur des instruments modernes avec des interprétations tout à fait convaincantes. Mais Ouais. je trouve que cette diversité, elle est très belle. Il y a un lieu qui symbolise très bien ça à Paris, c'est la Philharmonie de Paris, où on voit tous les soirs, là j'espère que évidemment ça reprend sur ce rythme-là, mais c'était le cas avant la crise sanitaire, des orchestres qui se succèdent de toutes sortes, des ensembles indépendants, Mhm. des orchestres historiques et des Ouais. plus grands orchestres du monde. Et ce lieu symbolise bien cette mixité, cette diversité. Puis des Et artistes il y a un consent. populaires, de la musique du monde, il y a Oui, vraiment oui, de oui, tout, toutes ouais. sortes, beaucoup de, aussi de,
de projets avec des musiciens amateurs, des familles, des projets Mhm. pédagogiques, des orchestres à l'école, des choses sur lesquelles en France on était un petit peu en retard par rapport au monde anglo-saxon. Et il y a une vraie volonté. Donc ce lieu aussi, j'y crois beaucoup, contribue beaucoup à la diffusion et à- Mhm. à la promotion de tous ces ensembles. Mais merci beaucoup, Christian, pour cette Merci à entrevue. C'était toi, très merci à toi intéressant. Maryse. Merci. À très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Christian Labourie. Si vous aimez le contenu de cette série, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Rendez-vous dans le prochain épisode d'Histoire de clarinette.